sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi Duflot sur le logement social. Je vous rappelle que ce texte avait été invalidé pour non-respect de la procédure parlementaire au mois d'octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Cette fois, la nouvelle version, déjà adoptée par l'Assemblée nationale, ne reprend pas une disposition controversée qui avait fortement déplu ici au groupe RDSE, les sénateurs à majorité radicaux de gauche, et qui obligeait les petites communes en zone rurale de construire 10% au moins de logements sociaux. Ce texte devrait donc être adopté par les sénateurs dans l'après-midi pour une application rapide dès le mois de janvier 2013. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bon après-midi à tous. Madame la ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production du logement social. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 52 tendant à insérer un article additionnel après l'article 3. Amendement 52 qui est présenté par M. Calvet. M. Calvet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors donc, lors de l'évaluation d'un terrain en vue d'une expropriation, il est pris en compte, en vertu de l'article 13-15 du Code de l'expropriation, sa valeur agricole ou sa valeur éventuelle si l'on considère une urbanisation possible. Cependant, une troisième catégorie de nature uniquement jurisprudentielle a été créée par la Cour de cassation dans un arrêt consort vigoureux contre SNCF le 1er décembre 1993, comme l'a souligné le rapport de notre collègue Gérard Larcher sur la gestion des espaces périurbains daté de 1998. Il existe désormais une catégorie intermédiaire entre la terre purement agricole et les surfaces totalement urbanisables, constituées par les terrains en situation privilégiée. La création d'une catégorie supplémentaire au cas d'expropriation a eu pour conséquence une augmentation substantielle des prix des terrains ainsi qualifiés, impactant aussi bien l'État indemnisateur que les collectivités acquéreuses potentielles. Le présent amendement donc vise à supprimer la possibilité de recourir à une autre catégorie que celle visée à l'article 13-15 du Code de l'expropriation, afin de permettre la réalisation d'économies par les collectivités publiques lorsqu'elles recourent à la procédure d'expropriation. Voilà, alors cet amendement, je l'avais déposé. Je suis prêt, Madame la Ministre, à le retirer s'il y a un engagement de traiter ce sujet à l'occasion d'un prochain texte par le gouvernement. Voilà. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Bien. Bon, cet amendement vise à ce que seule la valeur agricole ou la valeur éventuelle du terrain en cas d'urbanisation soit prise en compte lors de l'évaluation d'un terrain à l'occasion d'une expropriation. Bon, il s'agit pour nos collègues MEP, représentés par notre collègue François Calvet, de revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui aurait conduit à une augmentation substantielle des prix de certains terrains. Bon, à mes yeux et aux yeux de la Commission, un tel amendement n'a pas de lien avec le présent projet de loi. Ça me semble évident, mon cher collègue, et trouverait à mes yeux davantage de place dans le prochain projet de loi qui traitera notamment des questions relatives à l'urbanisme et au foncier. Dont j'invite donc ses auteurs à le retirer. À défaut, la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement, mais peut-être que Madame la Ministre pourrait nous dire ce qu'elle envisage de faire dans le futur projet de loi concernant cette proposition qui voudrait, comme je le rappelle, passer en perte et profit une jurisprudence de la Cour de cassation. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, votre avis.
Madame la Présidente, je vais en profiter puisque je tiens toujours parole, Monsieur le Sénateur Calvet, pour vous répondre sur la question du Comité régional de l'habitat en Languedoc-Roussillon. Ça m'a permis d'avoir l'intégralité des éléments. Le CRH de Languedoc-Roussillon devait en effet se tenir hier. Il a été annulé parce que le préfet souhaitait absolument le présider, mais était indisponible du fait d'une visite ministérielle. Cette annulation n'a donc absolument aucun rapport avec le projet de loi actuellement en discussion. Le prochain CRH aura donc lieu en février 2013 et il examinera notamment la répartition des crédits, ce qui est son fonctionnement normal. Néanmoins, sans attendre le prochain CRH et pour ne pas retarder l'approbation des PLH qui sont donc déjà terminés, qui devaient être examinés hier, le préfet a prévu de les faire examiner par le bureau du CRH, donc les 3 PLH en question, très rapidement pour qu'ils puissent être approuvés. Ce report n'a donc aucune incidence administrative. J'espère vous avoir totalement rassuré. Pour ce qui est de l'amendement que vous venez de présenter, vous avez eu raison de le déposer parce qu'il a donné lieu à un travail important sur un plan administratif et juridique. Donc je vais me permettre de vous faire la lecture précise de l'analyse qu'ont fait mes services de cette question. Cette analyse conclut à ce que votre amendement serait dénué de portée et non de nature à atteindre l'objectif qu'il se fixe, à savoir la disparition de cette catégorie intermédiaire que constituent les terrains agricoles en situation privilégiée. En effet, et vous me permettrez de ne pas entrer dans l'intégralité des détails, mais si vous souhaitez avoir davantage de détails, ils sont, et je les tiendrai à votre disposition. La jurisprudence vigoureuse, celle que vous venez de citer, et qui consacre la notion de situation privilégiée, s'inscrit en fait dans le champ du grand 1 de l'article L. 1315 du Code de l'expropriation, car les terrains en cause ne répondent pas aux critères des terrains à bâtir énoncés au point 2 du même article. On reste bien pas dans la création d'une catégorie, une nouvelle catégorie intermédiaire, mais bien de fait une sous-catégorie, celle des terrains agricoles à vocation urbaine. La jurisprudence ne crée pas une nouvelle catégorie, mais intègre cette sous-catégorie dans le grand 1 de l'article que j'ai cité du Code de l'expropriation. On est bien donc dans la sous-catégorie des terrains agricoles à vocation urbaine. Dès lors, l'amendement proposé ne permet pas de s'affranchir de la création du juge. De fait, c'est la suite logique de ce que je viens de vous décrire. Cependant, je reconnais bien volontiers à l'issue de cet examen que la situation jurisprudentielle autour des valeurs déterminées en matière d'expropriation est aujourd'hui peu claire pour bon nombre d'acteurs. Donc je m'engage à travailler avec la chancellerie, puisqu'on est bien dans un domaine partagé, dans les prochains mois pour trouver des solutions à ces difficultés que je ne méconnais pas. J'ai déjà eu l'occasion, en réponse à d'autres amendements, d'identifier un certain nombre de difficultés, pas de la même nature, qui ne portaient pas sur cette sous-catégorie, mais sur d'autres sujets, notamment pour la cession du foncier public. Donc nous allons travailler sur cette question. J'espère que l'attention que nous avons portée à cette question et la précision de ma réponse vous permettra, si vous l'acceptez, de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, mon avis, monsieur le sénateur, sera défavorable. Merci, Madame la Ministre. Mon cher collègue, vous êtes sollicité pour un retrait par la Commission, Madame la Ministre. Oui, je voudrais remercier Madame la Ministre des 2 réponses qu'elle vient de me faire et je retire donc l'amendement. Merci, cher collègue. Nous passons à l'article 4 et vous défendez l'amendement 57 rectifié, Monsieur Calvet? Monsieur Dallier? 53 rectifié, pardon. J'étais perdu, Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est un amendement de suppression de l'article. Bon, j'allais vous dire que c'est un amendement de conséquence par rapport à la position que nous avons prise précédemment, donc je n'en dirai pas plus. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission. Comme c'est un amendement de suppression, c'est bien sûr un avis défavorable de la Commission, puisque l'article 3, quand même, c'est une disposition clé de notre projet de loi, dont avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Votre avis, Madame la Ministre. Mon avis est que, comme le rapporteur, ce projet de loi intègre l'ensemble des établissements publics et donc mon avis est défavorable. Merci, Madame la Ministre. Bien. Oui. Je suis saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement 53 rectifié.
à la demande de la Commission. Oui, je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Est-ce que le scrutin est ouvert? Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Ah, pardon, le scrutin est ouvert. Oh là là, je suis paumée là. Plus personne ne demande à voter. C'est bon. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Madame le ministre, mes chers collègues, résultat du scrutin numéro 70 sur l'amendement 53 rectifié. Nombre de votants, 346. Nombre de suffrages exprimés, 346. Majorité absolue des suffrages exprimés, 174. Pour l'adoption, 139. Contre, 207. Le Sénat n'a pas adopté et par voie de conséquence, l'article 4 est adopté. Nous passons à l'article 5. Je dispose d'un amendement 54 qui est présenté par Monsieur Calvet. Madame la Présidente, il est retiré.
Je vous remercie, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'article 5. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. L'article 5 est adopté. Même vote pour l'article 6. Même vote. L'article 6 est adopté. Même vote pour l'article 7. Même vote. L'article 7 est adopté. Même vote pour l'article 8. Mes chers collègues, même vote. L'article 8 est adopté. Merci, mes chers collègues. Nous arrivons à l'article 9. Je dispose de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 31 est défendu par Monsieur Christian Cambon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, hier soir, au cours de la discussion, vous avez salué la qualité du travail parlementaire. Or, j'ai souvenir qu'en première lecture, j'avais défendu un amendement, qui est un amendement de bon sens et qui avait été voté, je le rappelle, à l'unanimité par notre Assemblée. Repris par l'Assemblée nationale, cet amendement a été voté. Or, il se trouve que vous avez profité des mésaventures constitutionnelles de votre loi pour faire disparaître cet amendement. Je veux dire que ce n'est pas très respectueux du travail que nous faisons ici, alors que, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous aurez besoin de la mobilisation de tous, et singulièrement des maires sur le terrain, pour faire aboutir votre projet. De quoi s'agit-il ? Un bailleur social, vous le savez, peut en effet vendre un nombre tout à fait conséquent de logements sociaux après avoir pris seulement consultation du maire et avis du préfet. Ceci n'est pas une hypothèse, vous le savez, Madame la Ministre, puisque je l'avais rappelé lors de la première lecture, un groupe comme le groupe ICAD a procédé, tenez-vous bien, à la vente de 35 000 logements sociaux au nez et à la barbe des maires qui en assuraient territorialement la responsabilité. Pourquoi ces décisions sont prises? Elles sont prises pour des raisons purement capitalistiques qui visent à faire en sorte de procurer des liquidités pour ces organismes sociaux. Et donc pour nous les maires, car nous sommes ici un certain nombre, y compris à avoir manifesté en commun, je pense à nos collègues du groupe communiste et du groupe socialiste lorsque pareille mésaventure nous est arrivée dans nos départements, eh bien pour nous les maires, c'est la double peine. C'est la double peine puisque, évidemment, le maire, ne donnant pas d'avis conforme sur ces ventes, n'a aucun contrôle et aucune possibilité de négociation sur la situation même des locataires, sur leur solvabilité, sur le prix proposé, sur le calendrier d'achat, sur les mesures d'accompagnement social que bien souvent chaque maire va devoir mettre en œuvre, puisque évidemment un certain nombre de locataires, du fait de leurs revenus, ne pourront acheter. Et ce sont les locataires modestes qui vont être touchés. Première sanction. La seconde, Madame la Ministre, c'est que la vente de ces logements a pour conséquence immédiate d'entraîner leur déconventionnement et donc de faire sortir le nombre de logements vendus du nombre comptabilisé dans le cadre des 20% de la loi SRU. Et donc mon amendement avait simplement pour but, et c'est pour ça qu'il avait entraîné l'adhésion à l'unanimité de cette Assemblée, chaque groupe avait pris la parole pour dire que c'était un amendement de bon sens. Cet amendement a simplement pour but de renforcer le rôle des maires qui devraient donner, si mon amendement est adopté, un avis conforme et non pas un simple avis de convenance, un avis conforme, et donc devenir, face à une telle opération, de véritables acteurs et non des spectateurs de ces ventes en bloc organisées, je le rappelle, pour des raisons purement capitalistiques. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais vivement savoir pourquoi vous avez subrepticement modifié ce texte, voté unanimement par nos assemblées, et vous avez remplacé l'avis conforme du maire, non pas par celui du préfet qui existe actuellement, mais par celui du ministre. Et je vous demande un peu, mes chers collègues, lorsque pareille mésaventure vous arrivera, Monsieur le maire de Tours, mes chers collègues du Val-de-Marne, etc., quel argument développerez-vous devant un ministre à Paris pour faire
vos observations quant à l'opportunité de telles ventes, quant aux conditions sociales qui vont frapper les petits locataires qui souvent sont dans ces immeubles. Votre texte renforce les sanctions contre les villes qui se soustrairaient à l'obligation d'avoir ou de réaliser des logements sociaux. Soit, mais est-il dans ces conditions, est-il raisonnable de ne pas leur donner les moyens de, au moins, négocier les modalités de ces ventes en bloc? Est-il raisonnable de parler d'une nouvelle étape de décentralisation, comme nos collègues de la majorité s'apprêtent à le faire, quand, loin de renforcer le pouvoir des maires, vous reprenez ce pouvoir des préfets pour les confier à un ministre? Que sera, à vrai dire, le ministre des difficultés locales qu'engendre ce genre d'opération? Il vous faut conclure. J'en appelle à mes collègues de gauche et je souhaite effectivement que cet amendement permette de revenir au texte initial comme l'unanimité de notre Assemblée l'avait voté. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'appelle l'amendement 115 rectifié qui est présenté par M. Calvé. Ayant le même objet, il est retiré, donc on discutera sur. Retiré, merci. M. Cambon, mon collègue. Merci. Donc nous allons nous prononcer sur le 31. Monsieur le rapporteur. Oui, je crois que M. Cambon a bien raconté l'historique de cet amendement. Effectivement, il a été présenté lors de notre dernier débat. Il y a deux petites, je dirais, inexactitudes dans vos propos. C'est de faire supporter, mais elle le dira peut-être elle-même, Madame la Ministre, le fait qu'elle ait retiré ou qu'elle ait subsétricement, comme vous l'avez dit, changé les termes de notre projet de loi. Je vous rappelle que ça a été fait en commission mixte paritaire et la commission mixte paritaire souveraine est revenue sur cet amendement et je dirais que les représentants du Sénat que j'étais ont été battus là-dessus. Donc il faut revenir sur la genèse. La deuxième rectification, c'est quand vous dites à partir du moment où ces logements sont vendus, ils ne rentrent plus dans le quota. Ils ont encore 5 ans pour figurer quand même dans le quota. Ce n'est pas immédiat, M. Cambon. Je crois qu'il faut le rappeler. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut quand même ne pas être aussi abrupt dans la présentation. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'amendement lui-même que vous proposez, bon, la Commission n'y est pas favorable, car, comme l'indiquait notre éminent président lors des derniers débats, d'une part, l'instauration d'un avis conforme pourrait conduire à des blocages, et ensuite, donner la possibilité au ministre de trancher, ça me semble être une bonne solution, parce que ça nous permet, s'il y a blocage entre le maire et entre la société qui veut vendre, la société ou l'organisme qui veut vendre les logements, je pense qu'il ne prendra pas pour fait cause pour l'organisme. C'est-à-dire il y aura une écoute plus attentive du maire. Donc même si on revient sur votre amendement, M. Cambon, je pense que ce qui est proposé est nettement mieux que ce qui avait été évoqué tout à fait au début dans le cadre de notre projet de loi. Donc c'est un avis défavorable de la Commission, à moins que vous ne retiriez votre amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, monsieur le sénateur, je tiens à vous dire effectivement, comme l'a dit le rapporteur, que ça n'est pas un changement subreptice, mais bien le respect du travail parlementaire, de tout le travail parlementaire, donc du vote de l'Assemblée nationale, qui n'était pas celui du Sénat, et de la conclusion de ce travail en CMP. Sur ce point-là, le texte qui vous est présenté est parfaitement le texte adopté en CMP, que vous aviez d'ailleurs revoté en séance ici, à l'issue de cette commission mixte paritaire. Je tiens quand même à vous indiquer 2 points à la suite de ce que vient d'indiquer le rapporteur. C'est qu'effectivement, on pourrait se retrouver dans une situation de blocage et de blocage très forte vis-à-vis de certains bailleurs, et que le point particulier que vous évoquez, c'est celui d'ICAD, c'est celui qui a traumatisé nombre d'élus, et je le comprends, mais je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une société filiale de la Caisse des dépôts pour laquelle le gouvernement avait quand même un avis déterminant à donner, et je pense que cette décision
d'aucuns l'admettent et sur l'ensemble des bancs, je crois, était une mauvaise décision, mais c'était une décision du précédent gouvernement. Donc il faut quand même essayer de ne pas faire de généralité sur des cas particuliers, en l'occurrence le cas particulier d'ICAD qui effectivement a déstabilisé l'équilibre du parc immobilier d'un certain nombre de communes. Voilà pourquoi l'avis du gouvernement est défavorable. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Létard. Oui, simplement pour soutenir l'amendement déposé par notre collègue Monsieur Cambon, parce que je pense que si CAD est un cas extrême, vu la proportion que ça représente, il faut bien vous dire que ce ne sera pas le seul et que ce ne sera pas une exception. Que dans des territoires comme celui d'où je viens, le Nord, où on a besoin que les bailleurs sociaux ne vendent pas de patrimoine pour pouvoir produire ailleurs, on commence à avoir des situations qui pointent le bout du nez. On a un certain nombre de bailleurs qui, pour reconstituer des fonds propres, pour pouvoir aller produire du logement dans un certain nombre de territoires qui ne sont pas forcément ceux où l'on a vendu des logements, c'est-à-dire où on n'a pas forcément la possibilité, lorsqu'on vend des logements à des locataires qui veulent devenir propriétaires, certes c'est bien, encore faut-il que le produit de la vente soit réutilisé dans le même territoire pour produire des logements locatifs sociaux en compensation. Ces fonds propres que certains bailleurs vont devoir aller chercher pour continuer leur politique de production de logement social, fait que, on se rend compte que de plus en plus vont avoir recours à cette pratique de vente de patrimoine. Je vous dis donc que sur notre territoire du Nord, il y a un certain nombre de bailleurs sociaux qui sont en train d'emboîter le pas et qui vont vendre du patrimoine. Je dis donc que cet amendement a tout son sens et qu'il est utile que les élus locaux soient consultés et à émettre un avis conforme si on ne veut pas demain se retrouver dans des situations ou même des territoires où les populations locataires sont en grande difficulté. Donc, comme l'a dit M. Cambon, ne pourront peut-être pas racheter ces logements dans lesquels ils sont et n'en trouveront peut-être pas d'autres. Il faut se poser des questions avant de s'embarquer dans quelque chose qui pourrait avoir beaucoup d'effets pervers. Merci Madame Létard. Plus personne ne demande la parole. Monsieur Cambon. Oui, je suis évidemment très étonné de la réaction de la majorité parce que, encore une fois, j'aurais pu avoir la cruauté de citer les propos qui avaient été tenus par les orateurs de chaque groupe. Et je suis même étonné de la réaction de la ministre, d'abord parce que la version de l'Assemblée nationale reprenait globalement la mienne en la précisant et avait reconnu le droit des maires à donner un avis conforme. Par ailleurs, puisque j'ai l'honneur, Madame la ministre, d'être votre sénateur, puisque vous êtes toujours conseillère municipale de Villeneuve-Saint-Georges, vous savez, dans ces départements de la région parisienne, les dégâts qu'entraînent ces ventes en bloc de logements sociaux, les centaines et les centaines de petits locataires qui n'ont aucun moyen de défense. Et seul le maire est en mesure d'amortir le choc. Seul le maire est en mesure de négocier avec ces géants du logement social. Je trouve que votre réponse est insuffisante, pour ne pas dire qu'elle peut friser l'indignité par rapport aux engagements qui sont les vôtres. Je ne comprends absolument pas votre réaction. Et bien évidemment, nous demanderons un scrutin public sur ce vote, de telle sorte que chacun s'engage. Et lorsque nos élus, nos collègues communistes nous ont demandé de venir manifester avec eux, je pense à Chevilly-Larue notamment, qui a été touché pour près de 1000 logements, eh bien le maire de Chevilly-Larue connaîtra, et bien d'autres maires connaîtront les réactions que vous avez eues aujourd'hui. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Cambon, je dois vous dire avec une certaine franchise que je n'accepte pas votre terme d'indignité, mais absolument pas. Je vous remercie parce que je crois que vous pouvez quand même savoir que la politique du précédent gouvernement était une politique massive et volontariste de vente d'HLM. C'est une politique avec laquelle ce gouvernement, bien sûr, c'est exactement la politique avec laquelle ce gouvernement a rompu. Mais ce que vous dénoncez, c'était une politique volontaire, assumée, revendiquée, exigée de la part des bailleurs HLM pour lesquels on ne donnait pas droit à des aides à la pierre suffisantes en disant qu'ils n'avaient qu'à vendre du patrimoine pour pouvoir reconstituer l'offre et construire de nouvelles opérations. Donc c'est quand même paradoxal, je vous ai répondu de manière posée et calme, mais je dois vous dire que la politique que vous dénoncez avec beaucoup de virulence, et vous avez raison, c'est la politique qui avait été menée de manière extrêmement volontariste, assumée, revendiquée avec une obligation de résultat qui pesait sur les bailleurs pour vendre leur parc. Donc je crois qu'il y a quand même une grande indélicatesse dans votre propos et dans la mise en cause que vous faites de ma personne et de notre politique. Au contraire, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de blocage entre les bailleurs et les communes, que les ministres sont toujours très sensibles. Si vous donnez le pouvoir au maire, vous lui donnez un pouvoir de blocage sur la politique du bailleur.
Le maire a toujours la possibilité de pouvoir gérer les choses avec un office public dans lequel il est représenté. Vous ne pouvez pas, et c'est moi qui le dis, enlever toute possibilité d'intervention bailleurs sociaux. La coordination est gérée comme elle l'est sur beaucoup d'autres sujets et elle est faite sous l'égide du ministère pour les situations de blocage. C'est, je pense, une position équilibrée, responsable, mais vous indigner à ce point de la politique qui a été menée, qui était une politique d'obligation de vente du patrimoine, me paraît pour le coup un petit peu à contre-emploi. Merci Madame la Ministre. Monsieur Dubois. Madame la Ministre, vous venez précisément, on ne peut pas empêcher un bailleur d'arbitrer. Eh bien, je pense, comme vient de le dire Madame l'État, qu'il va y avoir de nombreux bailleurs qui vont arbitrer, je dirais, dans les temps qui viennent. Parce que tout simplement, je dirais, pour construire, ils doivent mettre de plus en plus de fonds propres dans les opérations. C'est incontournable. Ils ont aussi des réhabilitations extrêmement importantes à mener dans les politiques à travers l'ANRU. Ce qui fait que de toute manière, et vous venez de le dire à juste titre, nous ne pouvons pas empêcher ces arbitrages. Mais pour le moins, puisque le maire est pénalisé à un moment donné, s'il n'atteint pas ses quotas, il me semble que la moindre des choses serait qu'il soit informé et qu'il puisse agir dans ce domaine. Et pour le moins, Madame la Ministre, pour le moins, ouais, mais informé, qu'il puisse agir, puisqu'il est concerné, il va payer éventuellement des pénalités alors qu'il n'y sera pour rien. Et des pénalités qui sont quand même de plus en plus lourdes. Donc, à un moment donné, il faut avoir de la cohérence. Et la cohérence, eh bien, c'est qu'effectivement, le maire puisse émettre un avis sur la vente. Et si vous ne voulez pas admettre cela, admettez au moins que les logements vendus aux locataires soient comptabilisés dans les 25%. Attendez, faut de la logique et de la cohérence. Faut de la logique et de la cohérence. Les bailleurs, c'est incontournable, demain, auront des arbitrages à faire, vous venez de le dire. Soit le maire est consulté et il peut intervenir, s'il ne peut pas agir et être consulté et agir, eh bien qu'on comptabilise dans les 25% les logements vendus aux locataires. Merci Monsieur Dubois. Monsieur le rapporteur. Bon, je ne peux pas laisser continuer de dire à M. Dubois de nier la réalité. Là, le maire est saisi pour avis. Bon, et donc, ne dit pas qu'il n'est pas saisi pour avis, premièrement. Deuxièmement, s'il est en désaccord, il peut saisir le ministre. Non, mais je pense que c'est mieux que de saisir le préfet. C'est mieux que de saisir le préfet, M. Cambon. Et il a une possibilité de saisie, de montrer son désaccord. Et je pense que s'il y a un désaccord entre le maire, quelle que soit la taille de la commune, et un opérateur, il vaut mieux que ça vienne devant le ministre. Moi, je le pense vraiment. Deuxièmement, je ne peux pas laisser dire à M. Dubois que si les logements sont vendus, ils ne comptent plus. Pendant 5 ans, ils continuent de faire partie des 25%. Donc ça ne... Monsieur Cambon, laissez-moi terminer quand même. On ne va pas vous laisser dire n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il y avait 2 abstentions, la mienne et celle de mon président. Voilà. Non, mais bon, voilà. Mais c'est du détail. On avait compris puisqu'il avait été intégré dans le texte de loi. Deuxièmement, je reviens dessus quand même. C'est en CMP que ça a été enlevé. Voilà. La CMP. Par le passé, vous savez comment ça a fonctionné. Voilà. Je ne reviendrai pas sur la réponse de Madame le ministre, qui est quand même une réponse pertinente. Quand on regarde ce qui a été fait, les instructions qui ont été données par le passé et la réalité d'aujourd'hui, il y a une sacrée différence, Monsieur Cambon. Donc il ne faut pas être de mauvaise foi. Donc nous avons avis défavorable de la Commission et nous allons avoir maintenant un scrutin public. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Dillin. Oui, mais je m'exprime pour dire exactement, c'est bien de me faire confiance, parce que je vais dire exactement la même chose que le rapporteur. Non, je n'ai pas changé d'avis, simplement, il y a aussi dans votre proposition, il y a aussi des effets pervers. Laissez parler, Monsieur Dillin. Il y a aussi des effets pervers que vous connaissez très bien. Donc, je pense que cet accord
qui a été trouvé à la CMP me paraît bon, c'est un équilibre et il faut le respecter. Merci, chers collègues. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'amendement numéro 31 présenté par notre collègue Christian Cambon. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Mes chers collègues, le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, résultat du scrutin numéro 71 sur l'amendement numéro 31. Nombre de votants 347. Nombre de suffrages exprimés 347. Majorité absolue des suffrages exprimés 174. Pour l'adoption 171. Contre 176. Le Sénat n'a pas adopté. Il n'y a plus de scrutin public sur l'article 9. Oui, ah non, il n'y a plus de scrutin public. Bien. Je mets aux voix l'article 9. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? L'article 9 est adopté. Nous en venons à l'article 10. J'ai deux inscrits en parole sur article, M. Serge Dassault et M. Alain Fouché. Monsieur Dassault, vous avez la parole. Je préfère annoncer les gens. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. Ce que je vais vous dire vous concerne tous, en tout cas ceux qui sont maires, quelle que soit votre appartenance politique, car tous les maires sont confrontés à ces mêmes problèmes. Je vais vous parler d'abord des garanties d'emprunt. C'est en réalité une aberration financière, car elle oblige toutes les communes à signer une garantie d'emprunt avec les caisses de dépôt. Or, elles n'ont évidemment aucun fonds propre pour tenir compte de ces garanties. On les oblige par une délibération au conseil municipal à payer la caisse des dépôts à la première demande, sans discussion, si un bailleur social est défaillant. Et elle garantit 100% des emprunts, alors que pour le moment, elles n'ont droit qu'à 20% des logements. Cela devrait être en réalité inconstitutionnel, car il devrait être interdit à qui que ce soit à obliger à réaliser une garantie d'emprunt auprès de quelqu'un qui n'a aucun moyen d'accepter cette garantie. On les oblige ainsi à faire ces garanties sous prétexte qu'on n'a jamais encore vu un bailleur social faire faillite. Alors comme au charisme, qu'un bailleur social fait faillite, vous n'avez qu'à signer la garantie d'emprunt. Je crois que c'est léonin, et tout ça pour que le bailleur puisse bénéficier de 2% d'économie, alors qu'il pourrait très bien se garantir auprès d'une compagnie d'assurance. Deuxièmement, il est anormal que les communes ne disposent que de 20% des logements sociaux construits sur leur territoire, alors que de nombreux administrés attendent ces logements en étant mal logés et ne comprennent pas pourquoi on ne leur attribue pas ces logements et qu'on fait venir d'autres personnes à leur place. C'est pour ça que je vous propose un jour de porter le contingent des maires à 50% au lieu de 20% et d'attribuer 30% pour le 1% et 20% pour le préfet. Les maires pourront ainsi disposer de plus de parsements pour leurs administrés. Cela n'empêche pas d'ailleurs les préfets d'envoyer dans les communes des familles dont le comportement n'est pas toujours souhaitable dans les logements nets. Elles compromettent ainsi la bonne réputation et la sécurité des quartiers réhabilités et surtout sans demander l'avis des maires responsables de la sécurité. Par ailleurs, les maires sont confrontés dans ces opérations à l'augmentation du nombre d'enfants à cause des locataires qui viennent dans ces nouveaux logements et sans avoir les moyens d'agrandir ou de construire de nouvelles écoles. Les communes qui doivent construire des écoles n'ont pas des moyens nécessaires lorsqu'il y a des augmentations de locataires à cause de la construction de ces logements sociaux. Excusez-moi, petit problème. Il faut leur attribuer des subventions par le conseil régional ou le conseil général qui seraient nécessaires. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui et elles sont confrontées à ces problèmes. Concernant les communes faisant partie de l'agglomération ou d'une communauté de communes, je pense qu'il serait normal que l'obligation des 25% de logements ne soit pas comptabilisée par commune, mais en moyenne dans l'agglomération. Car dans l'agglomération, il peut y avoir des communes qui ont beaucoup plus de 25% qui pourraient les utiliser pour celles qui en ont moins. Et donc, cela résoudrait beaucoup de problèmes pour les petites communes qui n'ont pas en plus tous les moyens d'avoir les terrains nécessaires. Enfin, une réglementation beaucoup plus rigoureuse devrait être appliquée aux logements privés insalubres. Il y en a beaucoup, malheureusement, et ils sont sursaturés par des marchands de sommeil qui pourrissent les quartiers avec des loyers très élevés.
Voilà ce que je voulais vous proposer, Madame le ministre. L'aberration des garanties d'emprunt impossible à honorer, l'obligation pour les maires de disposer, la possibilité pour les maires de disposer de 50% des logements sociaux au lieu de 20%, le contrôle par les maires des locataires envoyés par le préfet, la nécessité de subventionner les maires pour leur permettre de construire des écoles ou de les agrandir, le décompte non plus par commune mais par agglomération pour les 25% et une réglementation plus rigoureuse de marchands de sommeil. Voilà ce que je vais vous dire, Madame la Ministre. Je n'ai pas proposé d'amendement pour faciliter les choses. Mais je vous fais confiance pour qu'un jour vous puissiez adopter ces dispositions pour le bénéfice de tous les maires des communes de France. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dassault. La parole est à Alain Fouché. Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous allons évoquer les taux, évoquer les communes pénalisées. Simplement, mon intervention est par rapport aux sanctions, Madame la Ministre, qui sont prévues. Les maires concernés ont besoin, je crois, d'être rassurés. Le texte a défini des procédures, mais ils craignent une censure automatique pour les collectivités qui ne rentreraient pas dans les clous. Je souhaite donc que vous précisiez vos intentions. Plusieurs possibilités doivent être distinguées. La municipalité, et j'en connais de tous horizons, qui pour des raisons de crainte électoraliste ou de refus de solidarité interdit tout logement social, doit être durement sanctionnée. Par contre, la municipalité qui a hérité de la carence de conseils municipaux précédents doit bénéficier d'un jugement différent. Quels délais doivent être accordés? Et même avec des délais, il ne sera pas facile de répondre à la loi. Enfin, la municipalité qui ne peut, compte tenu du coût du foncier, acquérir des terrains, doit aussi bénéficier d'une étude particulière, soit des délais et pourquoi pas des aides financières de l'État pour pouvoir acquérir des terrains et construire des logements sociaux. Chaque situation devra donc être examinée au cas par cas, tel est mon avis, et c'est ce que souhaitent aussi les élus de différents horizons. Il y a de nombreux maires de bonne foi qui ne pourront arriver à ce niveau en 2025. Vous indiquiez à l'Assemblée nationale, aux députés fromontains, qu'une circulaire serait envoyée au préfet pour qu'il tienne compte de la bonne foi des maires. Une commission dans chaque département avec le préfet, naturellement, est la bonne solution. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément ce qu'il en sera sur ce point? Comment pourra-t-elle fonctionner? Quelles sont les préconisations qui seront données? Je crois que ce débat est intéressant et il permet aux maires d'avoir un certain nombre d'informations sur l'avenir. Merci, chers collègues. J'en viens à l'amendement 57 rectifié bis, présenté par M. Dallier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici au cœur de ce texte, puisqu'effectivement, il s'agit de faire passer l'obligation de construction de 20 à 25%. Madame la Ministre, je vous l'avais dit en première lecture, ce n'est pas tant le fait de passer de 20 à 25% qui nous pose problème, c'est les conditions dans lesquelles, effectivement, vous comptez demander aux collectivités locales d'y aller. Et je rappellerai immédiatement que la loi SRU, la première, qui avait été, j'allais dire, âprement discutée, notamment de notre côté, a finalement, donné des résultats, et notre rapporteur le redit dans le rapport qu'il a rendu, et qu'en fait, peu de collectivités, et même très peu de collectivités, se trouvent en constat de carence, et parmi celles qui sont en constat de carence, très peu de maires affirment ouvertement, il y en a quelques-uns, ne rien vouloir faire parce que la population de leur commune ne le souhaiterait pas. Donc la loi votée précédemment a porté ses effets. On a financé 135 000 logements sociaux l'année dernière. Il n'y a peut-être pas assez de PLAI parmi ces logements sociaux, on peut en discuter, mais en tous les cas, des résultats ont été obtenus et la première loi a porté ses fruits. Les collectivités avaient 20 ans pour se remettre à niveau. 20 ans. Celles qui ont respecté leurs objectifs triennaux, c'était le cas de la mienne, ont donc quasiment fait la moitié du chemin qui leur avait été demandé.
Or, ces collectivités, vous allez leur demander maintenant, dans un délai beaucoup plus court, puisque c'est maintenant une douzaine d'années dont il est question, de construire 3 fois plus, pour ce qui concerne ma collectivité, de logements qu'elle n'en avait construit dans la période précédente. Madame la ministre, je vous le redis, vous allez pousser dans les cordes et pousser à la faute nombre de collectivités locales qui avaient jusqu'à présent respecté, absolument respecté, les objectifs triennaux qui étaient fixés, et cela, à mon sens, ce n'est pas acceptable. Par-dessus le marché, comme si ça n'était pas suffisant, et quelles que soient les assurances qu'on pourra nous donner, vous l'avez déjà fait en première lecture, le texte prévoit des sanctions financières qui sont très lourdes, puisque vous multipliez par 5 les pénalités. Alors effectivement, on pourra regarder dans le détail, et en fonction de la situation, le préfet pourra peut-être. Il n'en reste pas moins que le texte prévoit des sanctions financières qui sont très lourdes. Et ces sanctions financières vont tomber à une période où, nous le savons tous sur ces bancs, les collectivités locales vont se voir confrontées à une diminution très importante de leurs recettes, que ce soit les dotations de l'État, que ce soit les recettes liées aux droits de mutation. Donc, dans une période très difficile pour les finances communales, vous allez nous demander de construire beaucoup plus, mais si on construit des logements, Madame la ministre, vous le savez, il faut aussi construire les équipements publics qui vont avec. Donc une commune va devoir construire, financer les équipements publics, voir ses ressources baisser, c'est une quasi-certitude, et potentiellement se voir infliger des pénalités financières qui la conduiront ou qui pourraient conduire certaines de ces collectivités dans des situations extrêmement difficiles. Alors, Madame la ministre, cet amendement propose tout simplement, j'allais dire malheureusement, de supprimer cet article. Ce que nous aurions préféré, c'est pouvoir discuter des modalités. Ça n'avait pas été possible en première lecture. Voilà pourquoi je suis bien obligé cet après-midi de vous proposer, mes chers collègues, de supprimer l'article en question. Merci, Monsieur Dallier. Je vais donc demander l'avis de Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur Dallier, vous avez conclu en disant que malheureusement vous demandez de supprimer l'article. Vous comprendrez donc, demandant la suppression de cet article, qui est quand même une des mesures les plus importantes de ce projet de loi, la Commission et le rapporteur donnent un avis défavorable. Bon, je m'en tiens là parce que j'aurais pu répondre point par point à votre plaidoyer pro domo pour supprimer ce texte de loi, mais avis défavorable à la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois, hier, pour ceux qui étaient là tard, en clin d'œil. Les mêmes qui aujourd'hui considèrent que cette augmentation de seuil est un souci, considéraient il y a 10 ans que la loi SRU était une chose à surtout ne pas faire et se félicitent aujourd'hui de son existence en demandant à ce qu'elle n'évolue pas. Donc en donnant un avis défavorable à cet amendement pour maintenir cet article, je prépare le débat des 10 prochaines années où vous vous féliciterez de l'existence de cette loi et du seuil de 25%. Merci Madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 57 rectifié bis présenté par notre collègue Dallier avec 2 avis défavorables, Commission et gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? L'amendement n'est pas adopté. J'en viens à l'amendement 55 rectifié qui est présenté par Monsieur Calvet. Monsieur Dassault. Monsieur Dassault, Monsieur Calvet. Monsieur Dallier. Commis d'office. Il s'agit, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, de permettre effectivement dans le décompte de ces 25% de comptabiliser les logements en accession sociale à la propriété. Considérant que ce dispositif de l'accession sociale a un double avantage, il permet, puisqu'il vise un public qui a priori a des ressources faibles et qui la plupart du temps habite en logement social, il permet, de permettre à des familles d'accéder à la propriété et ce faisant de libérer un logement social par ailleurs. Donc nous considérons que ce dispositif est intéressant, qu'il convient de le soutenir. Voilà pourquoi il nous semblerait utile qu'il puisse être pris en compte dans votre décompte, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur.
Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement, le premier d'une longue série qui aborde la même problématique et qui voudrait que nous intégrions l'accession sociale à la propriété dans les logements sociaux pris en compte dans l'article 55 de la loi SRU. Lors des débats que nous avons eus lors de l'examen du premier projet de loi, enfin du projet de loi en septembre, j'avais fait référence, j'avais dit que le débat avait été tranché, notamment avec un de vos illustres rapporteurs qui avait dit qu'il n'était pas nécessaire, et il avait développé ça avec talent, nécessaire de prendre en compte l'accession sociale à la propriété. Je voudrais, au-delà de cet exemple, dire quand même que si on prenait en compte l'accession sociale à la propriété, nous nous trouverions avec un déficit de construction de logements. Je vous rappelle que nous avons 1 700 000 de personnes qui souhaitent avoir un logement à caractère social et que si nous le faisions, la production de logements pour mettre à disposition des locataires qui sont dans la demande ne pourrait pas se faire. Donc ce serait à contre-courant de la politique que nous voulons poursuivre et des objectifs qui nous ont été assignés par le Président de la République et que met en forme le gouvernement et Madame la Ministre, dont c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, nous avons longuement débattu ici de cette question, je le dis. L'accession sociale est un des éléments du parc locatif. C'est pourquoi elle est prise en compte au titre des possibilités de décote sur la cession des terrains publics. Néanmoins, les 25% concernent les logements locatifs sociaux. Ce n'est absolument pas exclusif de la réalisation en complément de projets d'accession sociale. L'avis du gouvernement n'a pas changé sur ce point. Il est défavorable. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 55 rectifié présenté par notre collègue Dallier, qui a 2 avis défavorables, gouvernement et commission. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? L'amendement n'est pas adopté. Je suis saisie de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 13, présenté par Monsieur Dubois. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement s'inscrit, j'allais dire, dans la même veine que ceux déposés par nos collègues Calvet et Dallier. C'est effectivement, si c'est 25%, pourquoi pas? Moi, je suis toujours été favorable à l'article 55 de la loi SRU, très favorable, je dirais, aux 20%, mais 25% avec des pénalités multipliées par 5, je pense que le parcours résidentiel doit être pris en compte et que l'accession à la propriété doit être prise en compte. Et que, d'ailleurs, les logements sociaux vendus à leurs locataires doivent aussi intégrer, même s'ils sont comptabilisés 5 ans, eh bien qu'ils soient comptabilisés au moins 10 ans ou en totalité. Et puis le débat qui avait eu lieu ici avec Dominique Braille, puisque le rapporteur a fait allusion à ce débat, à juste titre d'ailleurs, sauf qu'on débattait à l'époque sur 20% et non pas sur 25%. Quand on augmente de 5% et que surtout on multiplie les pénalités par 5, ça mérite, je dirais, qu'il y ait effectivement un débat qui s'élargisse, d'autant que, encore une fois, le parcours résidentiel avec l'accession sociale aurait certainement le mérite de libérer des logements locatifs HLM et de faire en sorte que cette fluidité retrouvée, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'en période de crise, il n'y a plus de fluidité dans le parc HLM, aurait sans aucun doute amélioré les choses. C'est la raison pour laquelle je regrette totalement ces 25% et cette non prise en compte du parcours résidentiel. Merci, Monsieur Dubois. L'amendement numéro 124, présenté par Monsieur Richard. Oui, Madame la Présidente, cet amendement s'inscrit dans le même esprit que l'amendement 57 rectifié bis. Mais, Monsieur le rapporteur, celui-ci ne demande pas la suppression, donc j'espère qu'il trouvera grâce à vos yeux. Pour autant, naturellement, il vise à revenir au quota initial de 20%. Les motifs sont simples. Moi, j'en ai recensé au moins 3. D'abord, et vous le savez bien, beaucoup de communes ne parviennent pas à atteindre le quota de 20% malgré tous les efforts qu'elles déploient. En effet, dès lors que les communes privilégient, et elles ne font rien d'autre,
la mixité sociale en réalisant à la fois des logements sociaux et des habitations en accession. Le parc de logements s'agrandit automatiquement et il crée ipso facto de nouvelles obligations de logement social. C'est, je l'ai déjà dit la fois dernière, c'est la course à l'échalote. Et donc, dans la mesure où les communes ne parviennent pas à atteindre le quota de 20%, pourquoi veut-on passer à 25%? Elles ne parviennent pas à 20%, pourquoi arriveraient-elles à 25%? Si ce n'est, si on fait ça, c'est pour parvenir à une imposition déguisée de ces collectivités territoriales. Ce n'est pas possible autrement. Deuxième motif, les subventions de l'État ne parviennent pas, ça a déjà été dit hier soir tard, de couvrir les besoins évalués à 2,7 milliards d'euros, excusez du peu, par an sur la seule période 2014-2016. Alors pourquoi inscrire un tel objectif alors qu'on n'arrivera pas à le financer? Et enfin, les sanctions qui sont opérées par les collectivités qui n'y parviennent pas ne changeront rien à la chose. Vous avez compris qu'il faut absolument en rester à 20% dans un souci d'efficacité. Alors je sais bien que vous voulez un conforme, mais peut-être que, vu l'importance et l'exemplarité de mes raisons, vous changerez d'avis. Merci. Merci, chers collègues. Nous continuons cette série d'amendements avec l'amendement 121 présenté par Monsieur... par Madame Cherche. L'amendement 118. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous, cet amendement, voyez-vous, est dans l'esprit contraire au précédent, puisque nous souhaitons porter à 30% l'obligation de présence de logements sociaux en zone tendue, tout en maintenant, bien sûr, à 20% pour le reste des collectivités concernées par la loi SRU. Pour nous, il ne s'agit pas d'une figure de style, voyez-vous, mes chers collègues, ni d'une surenchère gratuite, mais simplement d'une urgence sociale que vous n'entendez pas apparemment et à laquelle il nous faut répondre. Oui, cette urgence sociale s'illustre par le fait qu'un nombre accru de nos concitoyens se trouve confrontés à la pauvreté. Selon un récent sondage, près d'un Français sur deux se considère comme pauvre ou en passe de le devenir. Écoutez cela, mes chers collègues. La récente conférence sur la pauvreté et l'exclusion l'a d'ailleurs rappelé, vous y avez pris des engagements importants, Madame la Ministre. Permettre la présence de 30% de logements sociaux en zone tendue est un impératif moral et social en représentant la seule garantie d'une réelle mixité sociale si utile pour la construction de la ville. Et nous ne sommes pas les seuls à le demander. La région capitale elle-même l'a compris et elle a défini dans son schéma dans le cadre de son schéma directeur, une obligation de construction à hauteur de 30%. Puisque le projet de loi proroge le terme de l'accomplissement de cette obligation à 2025, et lorsque nous savons qu'aujourd'hui 64% de nos concitoyens, 64%, mes chers collègues, peuvent prétendre au logement social, il ne paraît pas déraisonnable d'affirmer que l'obligation de construction de logements sociaux doit être portée à 30% en zone tendue. Tel est le sens de cet amendement, Madame la Présidente. Merci, Madame Cherche. J'appelle l'amendement 121 présenté par notre collègue Fouché. Aussi, cet amendement concerne le taux. Bon, lors du texte, lorsqu'il a été présenté la première fois en septembre, j'étais intervenu sur mon souhait d'un principe simple, qui est celui de la solidarité nationale pour le logement. J'avais également souhaité que des garanties importantes soient consentis pour favoriser l'acquisition de logements par les locataires, de leur logement, car la demande est très forte. Et en province, il y a une demande très forte et il y a besoin d'y répondre. Ce qui, finalement, n'a pas bougé dans ce texte. L'amendement que je défends ici vise en fait à un principe de réalité, oui à une augmentation des logements sociaux, mais de façon plus progressive. En effet, dans les communes rurales, et je prends l'exemple dans mon département, dans la Vienne ou dans la région Poitou-Charentes, l'application de la loi SRU pourra s'avérer très compliquée à mettre en place à 25% de logements sociaux dans les communes, quelle que soit leur couleur. Les obligations fixées par la loi ne doivent pas handicaper sa mise en œuvre. On ne peut pas ignorer la difficulté pour certains maires de construire du logement social. Par contre, je souhaite effectivement que des amendes plus fortes soient infligées aux communes qui ont les moyens financiers et des terrains pour le faire. Mon amendement vise donc, tout en soutenant le principe même de l'augmentation des logements sociaux,
à faire en sorte que plus de communes y aient accès en 2025, en passant son taux à 22,5 au lieu de 25. Je vais demander l'avis de la commission donc, sur deux amendements identiques, le 13 et le 124, le 118 et le 121. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc, les deux premiers amendements visent à atteindre le même but, c'est-à-dire à faire du surplace. On reste à 20% et on ne va pas à 25%. Donc ça remet en cause quand même le dispositif essentiel de la loi qui vous est présentée aujourd'hui. La réalité quand même, et je vous entends, et j'entends notre collègue, c'est qu'il manque quand même 1 700 000 personnes n'ont pas de logement à caractère social. Donc vous nous dites qu'il faut rester, on va gérer, c'est très bien comme ça avec 20%. Comment on fait pour, permettre à ces personnes dans la difficulté de pouvoir bénéficier d'un logement à caractère social? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Il y a un déficit important de logement social. Donc, la seule façon de créer des logements en plus, c'est de mettre la pression, de passer à 25%. Donc, compte tenu de la remise en cause du projet de loi, il y a bien entendu un avis défavorable sur les deux amendements similaires. Sur l'amendement de notre collègue Mireille Schurter, elle avait déposé le même amendement la dernière fois. Alors c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il faut aller jusqu'à 30%. Et quand j'entends son argumentation en disant on est dans le cadre d'une urgence sociale, je m'accorde sur les mots du genre social. Mais est-ce qu'il serait souhaitable de passer de 25 à 30%? Nous pensons que 25%, c'est une première étape dont, bien entendu, mes chers collègues, c'est un avis défavorable de la Commission, mais je souhaiterais qu'elle puisse retirer son amendement. L'amendement qui est présenté par notre collègue Fouché, lui, est de la même logique, c'est-à-dire qu'il considère que 20%, ce n'est pas satisfaisant. Mais pour des raisons un peu différentes, il dit pas 25%, 22,5%. Bon, et d'étaler. Bon, là aussi, vous comprendrez que nous avons proposé, notre ministre a proposé un projet de loi avec des objectifs clairs. Les 25%, ce n'est pas négociable. Autrement, ça vide totalement le contenu de cette loi, dont c'est également un avis défavorable, même si les raisons sont tout à fait différentes que celles pour les deux premiers amendements. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Oui, sur les amendements 13 et 124, je voudrais vous dire effectivement la même chose que ce que vient d'indiquer le rapporteur, c'est qu'il a été fait le choix d'aller au-delà dans deux dimensions. La première, c'est qu'il faut aller plus loin en termes de pourcentage de logements locatifs sociaux dans les zones tendues. Et la deuxième, il faut que les obligations soient à temps, c'est-à-dire qu'elles soient identifiées de manière précise, parce que le triennal glissant a, je le rappelle, permis de faire progresser les communes concernées par l'article 55 de 13 à 14% en moyenne, c'est-à-dire qu'il n'a pas rempli tous ses objectifs par l'échec que représente le principe du triennal glissant. Donc voilà pourquoi l'avis du gouvernement est défavorable et qu'il nous semble que le taux retenu est le bon taux. Madame Schurter, nous avons déjà eu cette discussion. D'ailleurs, votre amendement s'appuie sur des engagements qui existent déjà sur certaines intercommunalités ou dans certains PLH, parce qu'il y a des endroits où les besoins existent. Mais nous prenons et nous avons fait le choix de déposer un projet de loi pour l'ensemble du territoire français, donc pour les zones tendues sur l'ensemble du territoire français, pas pour les cas particuliers. C'est pourquoi je vous inviterai à retirer votre amendement et sinon mon avis sera défavorable, en considérant qu'il y a effectivement un certain nombre de cas pour lesquels les 30% sont nécessaires, mais qu'ils sont prévus dans le cadre des PLH. Enfin, Monsieur Fouché, sur votre amendement intermédiaire, vous pointez un élément intéressant qui est que certaines communes sont pas dans un besoin de passer, ce qui sont des communes concernées par la loi, par l'article 55 de la loi SRU actuelle, ne semblent pas concernées par une situation de tension qui nécessiterait d'aller jusqu'à 25%. Mais ce que je veux vous dire sur ce point, c'est que
ce qui est prévu dans le projet de loi qui n'existait pas dans la loi existante, c'est que les communes qui ne sont pas en zone tendue resteront à 20%. Et pour parler de la commune de Chauvigny, que vous connaissez bien, j'imagine, qui est concernée par l'article 55 actuellement, elle ne sera sans doute, et il y a toute d'ailleurs la quasi-certitude, pas concernée par le passage à 25%, puisqu'elle ne se situe pas dans une zone tendue. Donc nous avons introduit cette souplesse pour répondre à la spécificité d'un certain nombre d'agglomérations qui doivent avoir ce seuil de 20%, mais dont on sent bien qu'elles ne sont pas spécifiquement concernées par la nécessité d'aller jusqu'au seuil de 25%. Donc plutôt que d'aller à un seuil intermédiaire, comme vous le proposez pour l'ensemble des communes, nous avons fait le choix d'avoir un seuil de 25% et pas de 30%. La réponse est celle que j'ai faite à Madame Schurch, de 25% pour l'ensemble des communes en zone tendue, c'est-à-dire que les communes qui sont en zone détendue resteront au seuil actuel de 20%. C'est pourquoi je vous propose de retirer également cet amendement. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 13 et l'amendement 124 qui sont identiques, qui ont eu 2 avis défavorables, Commission et Gouvernement. Qui est pour ? Merci. Contre? Merci. Abstention? Ces 2 amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à l'amendement 119. Madame Schurch, vous avez une demande, vous êtes sollicitée pour une demande de retrait. Vous le maintenez? L'amendement est maintenu, donc je vais le mettre aux voix. L'amendement 118 qui a eu 2 demandes de retrait, Commission et Gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 121 de M. Fouché. Je vous remercie, chers collègues. Bien. Donc on va passer... Oui. Nous allons passer à l'amendement 123 rectifié bis, présenté par M. Gérard Larcher. Vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous allons venir spécifiquement en Île-de-France et nous allons venir dans la grande couronne d'Île-de-France. Or, le texte tel que vous le proposez demande à des territoires qui sont des territoires de grande couronne, dont les caractéristiques sont des caractéristiques plus proches de la province, et je pense particulièrement à la question des transports en commun, que vous connaissez bien, et ces territoires, on leur impose pour les communes comprises entre 1500 et 3500 habitants, des efforts qu'elles ne seront pas en capacité de fournir, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il y a un schéma directeur de la région Île-de-France qui a prévu, avec à côté un texte sur le Grand Paris, qu'on maîtrise l'étalement urbain. Et donc, le coefficient de croissance dans ces territoires est en moyenne, dans le cadre des SCOT en préparation, de 0,75. Et donc, l'échéance 2025, avec un tel taux, relève d'une grande impossibilité. Voilà pourquoi je pense qu'il faut réexaminer cette politique pour que nous mettions en cohérence ce qui nous est demandé par le futur schéma directeur, par ce qui est demandé tout simplement par la situation des transports en commun péréqués. Or, on sait que plus on éloigne, et un colloque récent qui se tenait au Sénat, de l'agglomération ou de la ville-centre, plus ce sont des gens modestes, plus ce sont des gens qui sont en situation de difficulté, qui logent dans le logement social. Et je dois dire que l'effort qu'il faut conduire, il faut le conduire avec une certaine harmonie. Voilà pourquoi je plaide pour revenir à la zone agglomérée, l'unité urbaine de Paris, au sens de l'INSEE. Ça m'apparaît cohérent. Ça ne dédouane pas de faire des efforts en matière de logement social, mais ces efforts doivent être faits au rythme des documents d'urbanisme que vous êtes en train d'adopter à la région d'Île-de-France et que nous avons adopté dans le cadre du texte du Grand Paris. Merci, Monsieur Larcher. Je vais demander donc l'avis de la Commission sur l'amendement 123 rectifié bis. Oui, Monsieur Larcher, vous demandez donc à ce que les communes de moins de 3500 habitants, 2500 à 3500 habitants de la Grande Couronne ne soient plus dans l'obligation d'être, je dirais, dans l'obligation de la loi SRU. Elles y sont pourtant depuis 2000, depuis la loi SRU telle qu'elle a été mise en place. On ne comprendrait pas pourquoi aujourd'hui, lors de l'examen d'un projet de loi qui vise à produire
plus de logements à caractère social, on en exonérerait des communes qui y sont depuis 2000. Et puis, je pense que ça serait compris d'autant plus ou d'autant moins, qu'il y a vraiment un problème de logement dans la couronne précitée. Nous avons une demande forte de logement, nous sommes en zone tendue et il faut y répondre tout simplement pour faire face aux demandes de logement de nos citoyennes et de citoyens qui, dans les 1 700 000 qui sont demandeurs, une grande partie habitent ce territoire. Donc vous comprendrez que la Commission émet un avis défavorable. On ne va pas revenir en arrière par rapport à des avancées qui ont été obtenues en 2000 avec ce projet de loi SRU. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. La réponse de Monsieur le rapporteur est très précise et parfaite. D'ailleurs, je constate qu'en la matière, l'existence de cette loi a été utile pour un certain nombre de communes qui ont, pour certaines d'entre elles, je pourrais vous citer quelques exemples précis, ont rattrapé leur retard, Monsieur le sénateur, et je pense que c'est une bonne chose. Donc nous n'allons effectivement pas revenir en arrière. C'est pourquoi l'avis du gouvernement est défavorable. Merci, Madame la ministre. Monsieur Larcher. J'aimerais bien que quand on est dans une communauté de communes de moins de 50 000 habitants, on est exonéré. Et quand on est dans la logique d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants, on se verra appliquer ce dispositif. Ou la logique, monsieur le rapporteur, c'est de l'appliquer pour tous, ou la logique, c'est de prendre en compte la réalité, car on peut être une commune de 1 550 habitants, dans une communauté de communes, et c'est la cohérence d'un texte que nous avons voté, de plus de 50 000 habitants, dans ces secteurs qui ont une densité relativement élevée. Il y a là, me semble-t-il, une inéquité dans le développement du logement social auquel vous ne répondez pas du tout. Je vais mettre aux voix l'amendement 123 rectifié bis présenté par notre collègue Gérard Larcher, qui a eu 2 avis défavorables. Madame Procaccia. Allez-y. Le président Larcher évoquait les problèmes de transport. Nous les avons déjà évoqués en première lecture. Je ne voulais pas revenir dessus, puisque Madame la ministre n'en a pas tenu compte. Mais nous avons des petites communes dans lesquelles les gens ne veulent pas s'installer, dans lesquelles les bailleurs sociaux ne veulent pas construire parce qu'il n'y a pas de transport. Est-ce que vous allez un jour réussir à comprendre de dire qu'on est en agglomération parisienne? Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas 1h30 à 2 heures pour aller travailler et que les personnes ne veulent pas aller s'installer dans ces communes et parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Et ce n'est pas en arrêtant. Et je ne parle même pas du super métro qui se construit. Il y a d'autres communes qui ne sont même pas dans cette circonscription et dans ces endroits-là. Eh bien, vous n'arriverez jamais à mettre des personnes et en même temps, vous imposez ces communes qui, de toute façon, ne peuvent rien faire. Elles sont trop petites pour pouvoir construire et elles n'auront jamais de transport parce que, justement, il n'y a pas suffisamment d'habitants et elles ne peuvent pas aller plus loin. Merci, Madame Procaccia. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Larcher, indépendamment du respect que j'ai pour vous et Madame Procaccia, je n'arrive pas à comprendre, à moins que la Pentecôte de juin 2012 vous ait touché, qu'en 10 ans, ces arguments, vous ne les ayez pas employés concernant les transports. Parce que la loi SRU, Monsieur Larcher, elle date bien, comme l'a dit le rapporteur, de 2000. Vous avez eu 12 ans pour corriger éventuellement. Comment se fait-il que c'est simplement aujourd'hui que vous posez ces problèmes de zone Oui, c'est ça, c'est trop facile. Vous n'aviez qu'à changer la loi et non pas ici aujourd'hui. Merci. Monsieur Dallier. Monsieur Dallier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'amendement du président Larcher pointe du doigt l'une des faiblesses majeures de ce texte, comme d'ailleurs celui du texte précédent, c'est qu'il traite la région Île-de-France comme le Limousin, la Seine-Saint-Denis comme la Creuse, et que vous ne prenez pas en compte les particularités. Et depuis la loi précédente, et notamment en région Île-de-France, les choses ont largement évolué, mes chers collègues. On essaye de ne plus raisonner de la même manière, et c'est d'ailleurs la région et votre majorité qui luttent
et avec justesse contre l'étalement urbain, notamment à cause des problèmes de transport. Et pour autant, vous n'en tirez pas de conclusion, ni en termes de gouvernance en matière de logement. On voit les difficultés dans lesquelles se trouve cette région et le syndicat Paris Métropole qui a encore été incapable de se mettre d'accord récemment sur une gouvernance, pas seulement en matière de logement, mais de manière plus générale. Tout cela pour dire, mes chers collègues, que la région Île-de-France, que ce soit en matière de logement, en matière de transport ou dans bien d'autres domaines, nécessite des dispositifs particuliers, avec un système de gouvernance particulier. Or, la faiblesse principale de votre texte, c'est qu'effectivement, on parle de la mixité sociale au pavillon sous-bois en Seine-Saint-Denis, comme à Guéret dans la Creuse, et je vous assure que c'est radicalement différent. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Létard. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, juste en résonance de l'amendement de Gérard Larcher, de ce que vient de dire notre collègue Philippe Dallier, dire que tout ça participe de l'esprit que nous évoquons les uns et les autres sur la nécessité d'avoir des règles nationales ambitieuses en matière de loi SRU, l'article 55, on ne va pas y revenir, mais on a peut-être possibilité d'essayer de faire se conjuguer des spécificités territoriales, des collectivités que sont les agglos, les établissements publics de coopération intercommunale qui travaillent dans la dentelle avec chacun des maires pour justement tenir compte de ces adaptations. Une commune n'est pas l'autre, il y a des enjeux de transport en commun, ça a été dit, et donc faisons en sorte, tout en soyant ambitieux, eh bien, de ne pas les oublier, ces spécificités, de ne pas oublier qu'il y a des outils, il y a des programmes locaux de l'habitat, et qu'on leur donne, on leur détricote la capacité justement à faire de la dentelle en corsetant au travers d'un texte qui est trop cadré à une échelle qui ne correspond pas à ces spécificités. Et je voulais juste dire, parce que j'ai entendu parler de transport collectif et du gouvernement précédent qui aurait peut-être dû s'investir plus, je rappelle juste que Jean-Louis Borloo a porté 2 appels à projets successifs pour accompagner le financement de transports collectifs en site propre, avec une priorité donnée d'ailleurs aux sites en rue, c'est-à-dire aux sites prioritaires, et que nous attendons avec impatience le futur appel à projet du gouvernement actuel sur ce même sujet. Merci, Madame Létard. Monsieur Dillin. Merci Madame la Présidente. Ce débat ressemble, j'allais presque dire furieusement, à celui qui a précédé le vote de la loi en 2000. Et moi, je trouve qu'à force de montrer les particularités qui, chacune d'entre elles, disent non, il ne faut pas faire de logement social. Premièrement, la particularité doit être prise en compte. La particularité peut et doit être prise en compte par le préfet. Deuxièmement, il faut que vraiment, j'essaye de le faire depuis le début, on se mette dans la tête que le logement social, ce n'est pas quelque chose de mal qu'on doit nous imposer. Le logement social, c'est quelque chose de positif. Et il y a des tas de familles qui vont bénéficier dans n'importe quelle ville, que ce soit l'Île-de-France, la Grande Couronne ou la Petite Couronne, qui vont pouvoir bénéficier de logement social quand les enfants décohabitent, quand on prend à la retraite. Donc arrêtons de dire que le logement social, il faut essayer de s'en exonérer. C'est au contraire une richesse. Le logement social, c'est une richesse pour toutes les communes. Merci, Monsieur Dillin. La parole est à Madame Galli. Oui, pour aller dans le même sens que mon collègue, pour dire que je vais vous donner un exemple qui est Marseille. 80% des Marseillais sont éligibles au logement social. Ça voudrait dire que ces 80% de Marseillais n'auraient pas droit aujourd'hui à l'accession au logement social. Non, mais je crois qu'il faut faire attention sur les termes que vous utilisez. Aujourd'hui, de montrer le logement social comme quelque chose étant négatif, c'est une erreur. Parce que d'abord, vous serez tous obligés dans vos communes pour pouvoir loger tout simplement les enfants de vos administrés, les neveux, les nièces, les voisins de vos administrés, d'avoir à un moment la possibilité d'avoir du logement social. Et donc c'est aussi dans toutes les communes de France. Et moi je le dis en tout cas pour ce qui est Marseille, 80% des Marseillais sont éligibles au logement social. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Que non, on ne doit pas construire? Alors je crois qu'il faut à un moment aussi être un peu plus pragmatique et surtout un peu plus sérieux. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 123 rectifié bis présenté par notre collègue Larcher. Je rappelle qu'il y a 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. L'amendement n'est pas adopté. J'en viens à l'amendement 125 qui est présenté par Monsieur Richard.
Oui, Madame la Présidente, il s'agit ici d'un amendement de repli puisque les précédents n'ont pas été adoptés. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour de nombreuses communes, il est totalement impossible de rattraper le retard accumulé en termes de construction de logements sociaux, à moins de ne créer que des logements sociaux. Je m'en réfère à ce que j'appelais tout à l'heure, et que je ne répète pas ici, la course à l'échalote. Dès lors, il est proposé d'appliquer un quota, votre quota, de 25% aux nouvelles constructions et non à l'ensemble des résidences principales. Et je voudrais vraiment rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En aucun cas, sur ces bancs, vous avez des opposés, des opposants au logement social. Mais nous souhaitons, même plus que cela, des amendements ont été présentés visant à étendre l'obligation de logement social à d'autres communes que celles qui ont plus de 3 500 habitants dans des agglomérations de 50 000. Pourquoi ne pas l'ouvrir à toutes les communes de 3 500 habitants? Pourquoi être revenu sur la décision qui avait été prise dans cette instance et acceptée en commission mixte paritaire d'ouvrir du logement social aux communes de 1500? Pourquoi la difficulté ici, c'est l'inéquité et l'impossibilité de réaliser des logements sociaux dans des communes qui n'en peuvent plus. Merci, Monsieur Richard. Je vais demander l'avis de notre rapporteur. Oui, avant de répondre, je voudrais quand même rafraîchissez-moi la mémoire. Quand le groupe UMP a dit qu'il était favorable à une obligation pour les communes de 1500 à 3500 habitants, j'ai participé à la CMP et vos représentants étaient farouchement contre. Donc il faudra que vous nous le redisiez très clairement. Cela étant dit, pour revenir à l'amendement que vous proposez, il remet en cause l'esprit même de l'article 55 de la loi SRU, puisqu'on appliquerait le pourcentage que sur les nouvelles constructions. Donc il remet en cause en totalité l'objet même de la loi, donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, votre avis. Madame la Ministre. Oui. L'objectif, c'est d'avoir un parc de 25% de logements locatifs sociaux dans chaque commune. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas dans les constructions neuves, parce que sinon on risque d'avoir dans un certain nombre d'endroits une stabilité quasi définitive du nombre de logements locatifs sociaux. Donc il faut favoriser la mutation du parc, et c'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, avec comme invité ce soir la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine. Bonne fin de journée à tous.